Un nouveau Premier ministre, Manuel Valls, et donc un nouveau gouvernement qui vient d'être nommé. On va en parler ce matin avec la sénatrice socialiste de Paris, Madame Marie-Noëlle Lienemann, de ce nouveau gouvernement, de ce nouveau paysage, sans les Verts d'ailleurs. Lienemann, bonjour, bienvenue. Bonjour. 3 petites questions pour commencer, auxquelles vous répondez, s'il vous plaît, par oui ou par non. Regrettez-vous l'absence de ministre écologiste au gouvernement? Oui. Oui. David Assouline a-t-il raison de déplorer la stratégie personnelle de Cécile Duflot? Non. Non. Approuvez-vous l'entrée de Ségolène Royal au gouvernement? Oui. Très bien. Alors maintenant, je vous invite à écouter la chose suivante. Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Alors, c'était M. Lemas, qui est le secrétaire général de l'Élysée, qui annonçait la composition du gouvernement. Et dans ce gouvernement, en bonne place, figure Michel Sapin, qui sera ministre des Finances. Est-ce que ce choix vous convient, puisque c'est un sujet ô combien sensible à l'intérieur du PS? D'abord, il ne vous a pas échappé qu'il y a 2 ministres. Oui, il y en a un des Finances, et un de l'économie. Voilà. Mais les cordons de la bourse, c'est Sapin. Voilà. Pour le coup, ça fait que confirmer ce qu'on a quand même ressenti à la fois dans l'intervention présidentielle et dans la nomination de Manuel Valls, Oui. qu'il n'y a pas d'inflexion majeure sur la question centrale du fameux pacte de responsabilité des 50 milliards d'économies. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on se moule aux exigences de Bruxelles. On va aller négocier un petit peu à mon avis, de façon d'ailleurs absurde, c'est-à-dire du Vous n'y genre croyez un pas? peu honteuse, parce que la question, c'est pas qu'on ne peut pas, c'est que c'est une absurdité comme choix politique. C'est une absurdité le pacte de politique économique. Oui, le pacte de stabilité, aller à marche forcée vers la réduction des déficits publics quand on a une croissance mondiale atone, est une grave erreur. Parce que ça tue la croissance chez nous, Oui. qui a besoin d'être soutenue par l'investissement public et privé. Vous êtes plutôt favorable à une politique de la demande? Pas seulement, je suis favorable à une politique de l'investissement et une politique de la demande. D'accord. Mais dans les deux cas de reparler. figure, il faut 1, des choix de pouvoir d'achat, 2, des choix de dépenses publiques et privées. Un gouvernement public. resserré, 16 ministres, c'est bien? Oui, resserré, mais le problème, c'est qu'il n'est pas que resserré au niveau des ministres, il est resserré quant à la base politique. D'accord. Alors justement, les équilibres politiques, vous estimez qu'ils ne sont pas respectés? D'abord, on n'a pas été capable de rassembler. Quand je dis on n'a pas été, je ne veux pas dire qui est responsable de quoi, mais in fine, c'est quand même le chef de l'État qui est comptable de rassembler toutes celles et ceux qui ont fait sa victoire. Il ne faut pas qu'il oublie qu'il avait un écart avec M. Sarkozy qui était faible. Et qu'il y a eu manifestement une municipale un désaveu ou un retrait ou un mécontentement de l'électorat de François Hollande. Et ce désaveu n'a pas été compris. Et manifestement, la réponse n'est pas adaptée. Et encore moins quand on voit la montée, en tout cas la présence forte des écologistes dans l'électorat qui est venu voter. Quand on voit aussi qu'il y avait des signaux, comme les mairies communistes ont plutôt été bien maintenues. Vous auriez été favorable à ce que les communistes entrent moi, au gouvernement? Moi, j'étais pour que, au lieu de se précipiter en 3 jours, là, j'étais pour que le président de la République réunisse, rencontre toutes les forces de gauche qui ont fait sa victoire, d'ailleurs aussi prennent contact avec les organisations syndicales, qui, je vous rappelle, ont manifesté contre le pacte de responsabilité 15 jours avant la municipale, pour discuter avec eux de qu'est-ce que vous avez entendu, comment vous pensez qu'on peut engager cette nouvelle étape et essayer le fédéral. Non, mais je vous dis au moins les politiques d'abord, mais les syndicats aussi pour entendre. Mais je vois quand même 2 gages pour vous, en tous les cas qui êtes réputé à la gauche du Parti Socialiste, qui peuvent peut-être vous intéresser. Oui, je suis pas seulement réputée, j'assume. Vous l'êtes. Madame Taubira, qui est conservée à la justice, ça vous convient? C'est normal. Oui, moi j'ai pas. Même avec les couacs qui ont suivi l'affaire des écoutes. C'était assez compliqué. En tout cas, elle a montré que le gouvernement n'intervenait pas dans les affaires. D'accord. Voilà. Ça, vous en êtes sûr. La deuxième chose, c'est quand même Benoît Hamon. Benoît Hamon devient un ministre important du gouvernement en charge de l'éducation nationale. Oui, alors Benoît a des grandes qualités humaines, mais là, on ne peut pas dire qu'il soit en situation de donner les gages que la gauche du Parti socialiste approuve les choix gouvernementaux. Parce que sa présence ne modifie pas la ligne stratégique. Sur l'éducation. Alors, sur l'éducation, c'est pas là-dessus qu'on avait des gros désaccords entre nous. Alors on pouvait avoir des sous-nuances. En tout cas, j'espère qu'il tiendra bon, parce que j'avais entendu un peu avant la campagne qu'on allait réduire qu'on n'allait pas atteindre les 60 000 postes qu'avait promis François Hollande pendant la campagne. Et ça, vous en faites un marqueur oui, n'est-ce pas un marqueur, c'est une exigence. Une exigence. Une exigence, parce qu'on a besoin de ça pour rattraper l'échec scolaire. Est-ce que vous,
Marie-Noëlle Lienemann, vous voterez la confiance au gouvernement? Écoutez, j'aimerais bien savoir ce qu'on va me demander. D'accord. Parce que moi, le pacte de responsabilité, déjà, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Oui. Puisque vous savez que les syndicats n'étaient même plus d'accord pour tous signer, même ceux qui avaient donné, comme la CGC. Bon. Et deuxièmement, si c'est pour valider les 50 milliards d'économies, je ne suis pas d'accord. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il y a dans le pacte de solidarité ? Oui. Parce que si c'est si on injecte 10 à 15 milliards de pouvoir d'achat dans ce pays pour soutenir la croissance, ça mérite d'être discuté. Oui. Si c'est une mesure symbolique où on supprime la PPE pour permettre l'allègement des cotisations sociales, après on se demande comment on paiera. On vient d'augmenter les cotisations sociales de retraite, au passage. Oui. Comment on va financer la protection sociale? Pour moi, c'est le brouillard. Donc, c'est pas sûr que vous votiez? Non, c'est pas sûr que je vote. Combien de pourcentage de chances pour que vous votiez? Je ne suis pas capable de vous le dire. Et vos camarades qui sont députés, qui font partie de la gauche du Parti Socialiste comme vous, vont-ils voter? Je pense qu'on n'est pas seulement dans la question de la gauche du Parti Socialiste. Oui. Il y a 50, plus 60, oui. Beaucoup de députés. 60 ou 50, 50 députés parlementaires ou députés? Mettons grosso modo 50 députés. Hein. Et combien de sénateurs? 60, je ne sais pas. Là, on est justement, j'allais vous dire, il y a un rassemblement large qui s'opère. Vous êtes en train de vous compter? Qui s'opère sur le thème, non pas la gauche de la gauche, c'est pas ça. Oui. C'est maintenant, il faut que le Parlement soit entendu. D'accord. On ne peut pas continuer à imposer aux parlementaires, il faut un contrat de majorité entre le gouvernement et sa majorité. D'accord. Sinon, vous allez lui mener la vie dure à Valls. C'est de toute façon, c'est pas une question de mener la vie dure. De toute façon, les parlementaires sont revenus de leur circonscription avec le sentiment qu'ils ne pouvaient pas continuer à ne pas être entendus. D'accord. Ils avaient tiré la sonnette d'alarme sur la deuxième part, vous savez, sur les veuves. Ils avaient tiré la sonnette d'alarme sur les bas salaires et la question du pouvoir d'achat. Et on leur avait tout envoyé circuler, il n'y a rien à voir. Donc ils veulent se faire entendre et ils veulent qu'avant le vote sur la confiance, il y ait un contrat, et en particulier sur cette question européenne. Qu'est-ce qui se passe si vous ne votez pas la confiance? Écoutez, le gouvernement... Moi, je ne suis pas dans une situation ni d'oukase pour tout déstabiliser. Les Français n'ont pas envie de désordre à gauche. Si vous ne votez pas la confiance, le gouvernement ne peut pas gouverner. Voilà, donc ils ont envie de réorientation. Donc c'est aussi au gouvernement, ce n'est pas à nous de nous mettre au pied du mur. Qu'est-ce que le gouvernement dit aux parlementaires? Qu'est-ce qu'il nous répond? Valls, ce n'était pas le bon choix? Écoutez, c'est pas une surprise. J'ai toujours dit que c'était l'aile droite du parti. Je pense qu'au moment où la gauche est en difficulté, c'était pas le meilleur choix. Et enfin, c'était pas un bon choix. Maintenant, il est là. Moi, je fais pas de procès d'intention. À plaider pour que Valls soit là. Je sais bien, mais vous savez, il y a aussi on fait parfois des erreurs sur le thème. Faut de générationnel. La vraie qualité de Manuel Valls, c'est sa qualité de volontarisme et d'énergie. Ça, c'est bien. Il y avait besoin d'un signe. Non pas que Jean-Marc Ayrault n'avait pas d'autres qualités, mais sur le volontarisme, c'était un bon signe. Reste que sur la ligne politique et son histoire, le marque néolibéral ou libéral de gauche, comme on veut, et de l'autre côté, les propos du président de la République annonçant le gouvernement ne montrent pas d'inflexion significative. Alors, j'essaie de me projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qui peut se passer si jamais vous n'arrivez pas à être entendu, et si vous ne votez pas cette confiance, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de changer de Premier ministre encore? Ce que disent normalement les institutions, si on s'en tient aux institutions, les institutions font qu'il a la possibilité de proposer un autre gouvernement. Mais l'histoire montre que la tradition, et non pas la forme des institutions, a amené en général à dissoudre l'Assemblée. Il ne vous a pas échappé que ça fait un peu dissuasion nucléaire. Et d'ailleurs, je ne crois pas que les Français aient voté au municipal pour qu'on ramène une assemblée de droite. Parce que vous le redoutez, ça. Si jamais il y a une dissolution, c'est une assemblée de droite qui sera là. Vous savez, en politique, il ne faut quand même pas prendre les gens. Il ne faut pas prendre les gens pour plus niais qu'ils soient. Alors, il y aurait peut-être une meilleure mobilisation de gauche. Mais enfin, donc ça sert à se faire un harakiri. Donc, c'est pas seulement se faire un harakiri, c'est que je pense qu'on est comptable de faire réussir ce quinquennat. On est collectivement comptable, le président en premier lieu. Donc c'est plutôt un appel à ce qu'il y ait une vraie réorientation telle qu'elle est attendue, plutôt que d'essayer, comme je vous disais, d'être loucas en disant on s'en fout pourvu que... Donc là, ça va négocier sec d'ici à mardi? Oui, sur le fond. Vous demandez à être reçu par le Premier ministre? C'est pas indispensable. Vous savez, dans les temps qui courent, quand on demande à être reçu, on croit qu'on veut un poste. Je le dis tout de suite, j'en veux pas. Je suis pas d'accord. Donc c'est pas la peine de faire semblant. Voilà.
Vous êtes sénatrice. Est-ce que, compte tenu des élections qui viennent d'avoir lieu, les élections municipales, vous redoutez la perte du Sénat pour la gauche au mois de septembre? Je le redoute. Bon, j'espère que on n'a pas encore fait la calculette, et puis vous savez, il y a des gens qui votent au Sénat, pas seulement en fonction de l'étiquette. Oui, là-bas, c'est assez. Il y a quand même, il y a la personnalité des élus locaux qui se présentent comme sénateurs qui compte. Moi, je le regrette parce que je crois quand même que le Sénat, quand on veut faire toute une série de réformes institutionnelles, est déterminant pour la crédibilité de ces réformes institutionnelles. Or, franchement, ceux qui ne voient pas qu'il y a une crise de la Ve République aujourd'hui, il y a une crise politique, et là, indépendamment de François Hollande, Nicolas Sarkozy, etc., on a quand même le sentiment d'avoir le pouvoir concentré dans un exécutif d'un petit noyau qui est le président élu, certes élu, mais enfin, on est élu pour 5 ans et pas forcément surtout. Le Parlement doit retrouver sa place. Et à contrario, le Parlement lui-même doit être plus autonome parce qu'il doit être l'émanation de ce que le terrain lui dit. La démocratie française a besoin de ça. Elle a besoin d'une démocratie sociale forte. Elle a aussi besoin d'une démocratie politique profondément rénovée. Donc moi, je plaide pour des changements institutionnels, au moins qu'on les prépare. Et qu'on passe à une 6e République. Moi, je plaide pour ça, pour la 6e République. Mais on n'a pas été mandaté sur la 6e République. Par contre, on a été mandaté pour que, premièrement, il y ait plus de proportionnel. Ça, c'était quand même un message qu'on avait fait passer. C'est à l'ordre du jour du programme de Hollande. Et deuxièmement, voilà, c'est pour ça que je parle des engagements de François Hollande. Deuxièmement, donner au Parlement pleinement son rôle. Et on a quand même vu que dans la période qui vient de se dérouler, même là récemment, je ne sais pas moi, pour la forme, je serais président de la République. J'aurais invité tous les présidents de groupe des différentes familles politiques qui ont fait mon élection, au moins formellement avant. Donc, non. Il n'y a rien eu de fait. 2 jours, tout seul, des copains, des conseillers. Vous estimez que c'est une grave erreur. Et je pense que les Français le ressentent. D'accord. C'était le talk orange Le Figaro de Marie-Noëlle Lienemann, qui regrette que le président de la République n'ait peut-être pas très bien compris le sens du scrutin des municipales. Elle dit 2 choses. D'abord, qu'elle veut que le Parlement soit reconnu. Et puis, deuxièmement, eh bien, son vote de confiance mardi à l'arrivée de Manuel Valls est loin, très loin d'être acquis. Merci Marie-Noëlle Lienemann.